laisse la cravate et le costume au vestiaire et on enfile sa blouse. C'est le choix qu'ont fait des dizaines et des dizaines de salariés ces dernières années. Et ils ont changé radicalement de métier puisque c'est vers le manuel qu'ils se sont tournés. Alors, de cadre à artisan, il n'y a qu'un pas. Pas si sûr, on va demander à nos invités ce qui a poussé ces salariés à s'engager dans cette nouvelle voie professionnelle et le parcours qui les attend ensuite. Nicolas Barre nous accompagne aujourd'hui, cofondateur de Make Ici. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Job. Make Ici, expliquez-nous ce que c'est en quelques secondes. C'est un réseau de tiers-lieux de production pour les artisans et les designers, les artisans d'art. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui, Nicolas Barre. Xavier Pavie nous accompagne également, philosophe et professeur à l'ESSEC Business School. Bonjour. Xavier, on vous connaît bien ici dans Smart Job. Merci de nous accompagner. Sylvaine Pascual nous accompagne également, coach et fondatrice d'Itac Coaching. Bonjour, bienvenue. Également, je le disais tout à l'heure, le Covid-19 a engendré son lot évidemment de reconversion professionnelle. On en a beaucoup parlé ces derniers mois. Ennui, manque de sens, quels sont les principaux moteurs du passage à l'acte selon vous ? C'est une bonne question. Vous savez, on évoque souvent la question du passage de l'avoir à l'être. Et il ne s'agit pas simplement de posséder, d'acheter dans notre société de consommation, mais également, évidemment, d'être quelque chose. Ce passage-là, il est fait par le faire. En fait, on voit bien, Jean-Paul Sartre le dit d'une manière assez claire, il dit il y a trois façons d'être ou d'exister dans la vie, il y a l'avoir, il y a l'être, il y a le faire. Et ce passage-là, il est souvent un peu oublié. Or, la façon d'être, c'est une façon de faire. Nous ne pouvons pas être sans faire. Et donc, l'avoir, évidemment, est éphémère, il est déceptif. Plus on vieillit, plus on grandit, plus on se rend compte que tout ça, finalement, ne sert pas à grand-chose que de posséder les choses. Par contre, être devient important. Et comment on devient quelqu'un, eh bien, on passe à travers l'être, à travers notamment le travail manuel. Pour plein de raisons, que probablement on va aborder dans l'émission, mais pour commencer, il y a cet élément important. Pour passer de l'avoir à l'être, il faut faire quelque chose. Nicolas Barre, votre avis là-dessus, pourquoi cette question du sens, donc, s'est-elle portée vers ces métiers manuels ? Je pense qu'il y a deux raisons. Il y a une première, on fait travailler plus ses sens. Du coup, dans les métiers manuels, en tout cas de l'artisanat d'art, la menuiserie, la serrurerie ou autre, on touche la matière. Donc je pense que ça fait, quand les êtres humains ont besoin d'utiliser leur sens. Ça, c'est la deuxième chose. Et la deuxième chose, je pense que c'est la possibilité de devenir indépendant. Voilà, parce que les reconvertis qu'on voit, nous, ils ne se reconvertissent pas simplement pour être artisans, mais aussi pour être leur propre patron et décider de leur avenir. Donc il y a le sens avec la matière, mais il y a aussi le sens, je décide de ce que je veux, comme je veux. Même question, je vais vous poser, Sylvaine Pascual. Qu'est-ce que ces professions, qu'est-ce que ces colbantes viennent chercher justement dans ces métiers manuels, selon vous ? Alors, je pense qu'il y a un élément en plus qu'ils viennent chercher, qui est la relation au produit fini. Beaucoup ont l'impression d'être un maillon dans la chaîne, dans leur job salarié. Là, on fait quelque chose de A à Z. C'est ça. Là, on fait quelque chose de A à Z. On fait quelque chose aussi qui nous met directement en relation avec le client, celui qui va bénéficier de ce qu'on fait. Cette relation-là, elle est importante pour beaucoup de gens qui se reconvertissent dans des métiers de l'artisanat. Et ce produit fini, pour eux, dans leur esprit, va directement bénéficier à quelqu'un, être utile à quelqu'un. Ce qui, évidemment, est au cœur du sentiment de sens. Nicolas Barre, votre expérience que vous avez avec ces anciens salariés qui sont devenus artisans, pour certains, c'est quoi ? C'est un rêve passé, ils passent justement finalement à l'action enfin, ou pas du tout, où ils arrivent, ils sont complètement novices sur ce sujet-là. Pardon. La plupart, ils ont plutôt, nous, en tout cas ceux qu'on côtoie dans nos lieux, ont plus de 40 ans, pour la plupart, et donc ils ont souvent eu un grand-père, une grand-mère, ont été artisans et souvent ils ont déjà senti ou ressenti l'atelier, les machines, le bruit, l'odeur et ça leur rappelle et donc souvent la vocation leur vient de là, donc ils l'ont étouffé parce que leurs parents leur ont dit à l'école passe ton bac, va en business school ou autre chose. Et après 5-10 ans de carrière... Donc c'est une envie qui existait, qu'ils avaient déjà quelque part. Pas tous, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, ils n'en avaient pas forcément conscience, mais quand on discute avec eux, la plupart avaient un grand-père, une grand-mère, ou un oncle, ou une tante qui était dans l'artisanat. La génération des 40 ans a vécu ça, a encore connu des artisans dans leur famille.
Xavier Pavie, c'est intéressant ce qu'on dit là sur cette envie qu'on a eue peut-être à un moment et puis qu'on n'a pas fait, puisque voilà, pression des parents, pression familiale, peu importe. Les préjugés sur ces métiers-là, ces métiers manuels, ils ont disparu selon vous complètement, pas complètement. On ose aujourd'hui devenir sculpteur, boulanger, peu importe. Alors, il y a plusieurs choses dans votre question, mais également dans ce qui vient d'être dit par Nicolas et Sylvaine, qui est la notion de sens ou l'envie de toucher la matière, etc. Il y a un point important, c'est que ce qui vient d'être dit est prouvé scientifiquement. C'est-à-dire qu'il y a une étude de l'université de Richmond qui a été conduite il y a quelques années, qui a montré de manière très claire que nous avons une action chimique dans le cerveau qu'en utilisant nos mains. Et donc, ça n'est pas simplement les gens cherchent du sens. C'est que concrètement, scientifiquement, on a des preuves que ça génère du sens et ça génère du bien-être. Ça envoie de la sérotonine, ça envoie de l'endorphine. C'est-à-dire que le fait de travailler avec ses mains, Aristote appelle les mains l'outil des outils. Eh bien, ça, automatiquement, va générer, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a une connexion main, œil, cerveau, conscience, et la façon avec laquelle nous allons générer du bien-être est fondamentale. Donc c'est vraiment très important. Mais comment ils le savent, ces cadres qui n'ont jamais peut-être été confrontés à un moment à ce travail manuel? Ils le savent qu'après. Eh bien, c'est bien justement votre question. C'est que non seulement ils l'ont peut-être étouffé, c'était bien à propos de votre question, ils l'ont peut-être étouffé, peut-être que ça a été dans leur gène, les parents, les grands-parents ou autre chose, peut-être qu'ils l'ont vu enfant. Mais la pression sociale, pas forcément des parents, mais la pression sociale environnementale, c'est quand même mieux de faire des maths, c'est quand même mieux de faire une école comme ci ou comme ça, plutôt que d'aller dans un métier manuel. Il s'agit simplement de voir deux choses. Un, à quel endroit se dirigent les étudiants qui ne sont pas forcément, que l'on dit, très scolaires, et pourtant, paradoxalement, là où il y a le plus de débouchés et d'emplois. C'est-à-dire qu'il y a un paradoxe complet entre les deux. À la fois, on a des endroits où on demande de la main-d'œuvre, ce sont les endroits où on n'envoie pas ceux qui en ont besoin. Donc, la réponse est toute simple, c'est l'environnement social, la pression sociale qui fait que ça, c'est quand même pas terrible, c'est quand même pas bien ou c'est quand même pas très noble. Et c'est tout l'intérêt justement d'avoir des communautés comme Make Ici par exemple, qui vont essayer justement de générer quelque chose d'intéressant à travers, ça peut être l'art, ça peut être la menuiserie, ça peut être la serrurerie, qui a quelque chose évidemment de très noble derrière cette dimension-là. Mais, Nicolas le dit, ils arrivent après 40 ans, quoi. Ils arrivent après 40 ans. Parce qu'on est toujours... il faut quand même distinguer. Il y a chez les ados, il y a toujours le même problème qu'il y a 40 ans. C'est-à-dire qu'on les empêche d'aller vers ces métiers-là, parce qu'il y a toujours les mêmes préjugés. Et que les préjugés persistent, donc encore actuellement. Ouais. Ah oui, chez les parents aussi. Et donc, ceux qui se reconvertissent, c'est des deuxième vie ou troisième vie professionnelle. Mais on arrive à une période où on a la chance d'avoir des parents, des milliers de parents qui se lancent dans ces métiers-là. Donc, on peut espérer que ces parents qui deviennent artisans valorisent quand même l'artisanat et pourraient pousser leurs enfants à aller plutôt vers l'artisanat, que c'est la première fois que ça arrive depuis 50 ans. Donc, il faudrait trouver une manière de convaincre les parents de ne pas empêcher leurs enfants d'aller vers ces métiers-là. Sylvaine Pasquale, j'aimerais vous entendre aussi sur cette question-là, des métiers qui étaient peu nobles, considérés comme peu nobles, qu'ils le deviennent un peu plus aujourd'hui. Est-ce que les préjugés persistent tout de même selon vous? Oui, les préjugés persistent. C'est assez surprenant parce qu'on parle de métiers peu nobles, mais en même temps, dans l'artisanat d'art, par exemple, il y a des métiers extraordinaires. On pense à la ganterie, par exemple, on pense à la bourrellerie, à l'enluminure, à la taille de pierre, au vitrail. Il y a énormément de métiers qui sont des métiers extraordinaires et auxquels on ne pense que très peu quand on pense aux métiers d'artisan. On a cette espèce d'image figée dans la naphtaline du menuisier tout seul au fond de son atelier poussiéreux, image qui est très fausse. Il y a énormément d'innovation dans l'artisanat. D'ailleurs, il est peut-être temps aussi d'arrêter de séparer métier manuel et métier intellectuel, parce qu'un métier d'artisan n'est pas que un métier manuel. Il y a potentiellement énormément de créativité, d'imagination, de réflexion, d'innovation à mettre dans le cœur de ces métiers-là. Il y a énormément de manières d'exercer ces métiers-là. Et pourtant, effectivement, l'image reste très, très, très figée. Ça commence à bouger parce qu'on parle beaucoup de reconversion dans l'artisanat depuis quelques années. Tant mieux, même s'il n'y a peut-être pas le raz-de-marée dont on nous parle, tant mieux qu'on parle beaucoup de ces reconversions-là, parce qu'au moins, ça commence à montrer une autre image de l'artisanat. Donc ce serait un travail à faire auprès de qui? Là, je vous pose la question à tous les trois. Il faut aller voir les jeunes dans les écoles, c'est aux professeurs, c'est aux entrepreneurs, c'est aux reconvertis d'aller montrer l'exemple. Voilà, c'est à qui de faire ce travail-là? Oui.
C'est compliqué parce que on s'aperçoit que ce n'est pas forcément le salaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les métiers manuels ne gagnent pas forcément moins bien leur vie qu'un métier entre guillemets intellectuels, qui souvent ne le sont pas. Un chargé de marketing ou de publicité n'est pas forcément un métier intellectuel. Je faisais avant, je confirme. Voilà, Nicolas qui a bien trouvé sa voie, parce qu'il a arrêté justement le marketing et la publicité. C'est effectivement pas forcément des endroits intellectuels, comme on le dit effectivement tel quel. Et ce n'est pas non plus une question de salaire. Vous voyez les artisans qui peuvent être plombiers, électriciens ou quoi que ce soit, ce n'est pas les plus malheureux d'un point de vue du salaire. Ils sont largement au-dessus de la moyenne. Et donc, c'est qu'une question d'image. C'est qu'une question d'image et de perspective ou de perception que l'on peut avoir. D'image auprès des autres ? D'image auprès des autres ou d'image qu'on peut avoir de soi. Autrement dit, c'est une question de confiance en soi que l'on doit donner à celui qui fait les études à faire. Les études que l'on doit faire, on doit donner la confiance à celui qui doit les faire, à celui qui doit les suivre, la confiance en lui-même qui permettra d'accepter ce qu'il y a. Il ne s'agit pas de les forcer non plus, bien évidemment. Et d'ailleurs, un métier manuel n'est pas un métier simple, loin de là. C'est toujours malheureusement ou bien en opposition ou alors par défaut. C'est-à-dire, si tu n'es pas, entre guillemets, intellectuel, tu vas faire ça. Ce qui est une erreur totale. Je serais bien capable d'avoir un métier moi-même manuel, même si je l'aurais souhaité. Et donc cette question-là, pour répondre très vite à votre question, est très importante de donner de la confiance à celui qui veut le faire. Et cette dimension-là n'est pas forcément présente. Donner confiance à celui qui veut faire un travail manuel est la première des choses à faire. Ça passe par plein de monde. Ça passe par l'artisan en face de soi, ça passe par le professeur en face de soi, ça passe par l'environnement parental autour de soi. Et c'est réussir à garder cette confiance chez l'individu. Elle est intéressante aussi cette question de la rémunération. Nicolas Barre, de votre expérience avec ces nouveaux entrepreneurs, c'est un risque vraiment que ces cadres prennent de claquer la porte d'un travail qu'ils ont fait pendant des années, de se lancer dans l'artisanat. C'est un risque calculé. Voilà. Selon vous, est-ce que c'est un vrai risque ? Moi, je confirme qu'il y en a qui gagnent très bien leur vie. Très très bien, avec des revenus largement supérieurs à des revenus de 4 sup. Mais après, il faut distinguer deux types d'artisans. Il y a ceux qui travaillent dans le sur-mesure et qui sont plutôt des artisans du bois et du métal, en fait, qui travaillent pour des archis qui font du sur-mesure et qui ont un réseau plutôt B2B. Eux, ils ont un chiffre d'affaires important, ils ont des revenus importants, parce que les commandes, c'est à chaque fois 2-3 mois de boulot, des dizaines de milliers d'euros. Et après, il y a un deuxième type d'artisans qui sont plutôt ceux qui vont vers ce qu'on appelle moi la collection, plutôt les artisans du métal, du bijou, céramique, textile, qui, eux ou elles, vont plutôt sur des collections. Et là, ça devient compliqué. Parce qu'ils se trouvent à faire des collections, ils vendent directement au client final. Elles ont peur, parce que la plupart, c'est des femmes, sans être misogyne, mais c'est souvent des femmes. Et elles font des collections avec des prix qu'elles veulent abordables. Donc, du coup, pour pouvoir vivre, il faut en vendre 100, 200, 300. Et là, on constate que la reconversion vers là est beaucoup, mais alors vraiment, il y en a 90% qui ne réussissent pas, quoi. Oui, il y a des métiers qui offrent évidemment plus d'opportunités dans l'artisanat que d'autres. Oui, plus d'opportunités. Et puis aussi, c'est une question de comment on s'y prend. Comment je m'y prends ? J'ai envie de faire des bijoux. Comment je m'y prends pour faire vivre ce projet-là ? Parce qu'effectivement, ce qu'on voit aussi dans ces cas-là, c'est beaucoup de gens qui sous-estiment la valeur de ce qu'ils font, parce qu'il y a du temps, il y a de la matière première, etc. Plus, évidemment, intégrer tout le temps de commercialisation de ces produits-là. Beaucoup, et effectivement, on voit beaucoup de femmes là-dedans qui sont d'ailleurs très encouragées à aller vers ces métiers-là, et beaucoup mettent rapidement la clé sous la porte, parce qu'en amont a été relativement peu travaillé le comment je fais pour faire vivre mon entreprise, qui là n'est plus l'artisanat. Parce qu'on ne devient pas seulement artisan, mais entrepreneur, c'est ce que vous disiez. Donc il y a toute cette partie-là aussi à gérer. Sylvaine Pasquale, par quoi on commence ? Voilà, on veut entamer sa reconversion, on commence par quoi ? On imagine mal un cadre faire un bilan de compétences, puisque les compétences dont il aura besoin ne sont pas du tout celles qu'il a développées pendant des années. On commence par où, voilà, si demain on veut devenir sculpteur, brodeur Alors, on commence par les chambres des métiers, on commence par aller rencontrer des artisans. Si je veux devenir sculpteur, je peux aller en rencontrer, je peux en trouver, je peux aller voir comment ils travaillent, je peux aller leur poser des questions. Les centres de formation sont un endroit très intéressant pour se renseigner, parce que les formateurs sont très au fait de ce que deviennent leurs anciens apprentis, et aussi de toutes les façons
possible d'exercer des métiers. Il y a des choses auxquelles on ne pense pas, mais il y a X manières d'exercer des métiers d'artisan, que ce soit en entrepreneur ou que ce soit en tant que salarié, dans diverses organismes, institutions, etc. Il y a des artisans dans les hôtels, il y a des artisans dans plein d'endroits, y compris dans les prisons. Il faut aller se renseigner, il faut se faire accompagner. Oui, oui. Et je pense que on ne voit pas le vaste champ. Il y a 500 métiers d'artisans. On ne voit pas le vaste champ que ça représente, toutes les possibilités d'exercer, comment on peut vivre à l'intérieur de ce métier-là. Et voilà, pour commencer, on peut se diriger vers les chambres des métiers, vers les artisans eux-mêmes et les centres de formation. Mais d'ailleurs, c'est une bonne question que vous soulevez, Nicolas Barre. Dans les faits, ces anciens salariés, ils savent vers quel métier se tourner déjà ou pas du tout au début? Non, moi, je pense qu'il y a un truc en plus qu'ils doivent faire. C'est en général un cas de sup, un gros CPF, un gros budget. Formation. Du coup, ils devraient l'utiliser pour passer une semaine ou deux à se former au bois, au métal, ou autre, pour être dans un atelier pendant une semaine ou deux pour être sûr que cette voie est faite pour lui. Et donc, il y a plein d'organismes de formation qui permettent, que ce soit le bijou ou autre. Non, là, on va dire qu'il y en a quand même à 50%, ils vont vers le bois. Ouais. Ils pensent qu'ils sont faits pour aller vers les métiers du bois, parce que le bois, tout le monde le connaît, le touche, la matière est sympa. Donnez-nous des exemples de métiers du bois aujourd'hui. Menuisier, ébéniste, par exemple, donc charpentier. Voilà, les plus répandus, c'est quand même menuisier et ébéniste. Donc ceux qui font l'agencement intérieur des appartements, des hôtels, ou ceux qui fabriquent du mobilier, par exemple. Donc ça va plus. Là, en ce moment, par contre, on voit quand même une recrudescence de la céramique. Là, c'est un raz-de-marée en ce moment, la céramique. Mais quand on regarde tous les magazines de tendance et tout, on voit que la céramique revient dans les intérieurs et tout. Donc il y a des centaines il y a des milliers de personnes qui se reconvertissent dans ce domaine-là. Xavier Pavie, j'aimerais vous faire rebondir sur ce que vient de dire Nicolas Barre, sur il faudrait leur faire faire une formation de 2 semaines avant pour être bien sûr que, voilà, qu'ils connaissent, voilà, qu'ils touchent un peu au métier avant de se lancer complètement dans cette aventure. Oui, c'est intéressant, ça peut permettre d'éviter, on en parlera sûrement après, mais de cette désillusion presque qui peut arriver parfois quand on se fait des plans sur la comète, on a un rêve et puis peut-être qu'il faut le toucher un tout petit peu du doigt avant de se lancer complètement dans l'aventure. Oui, la question qui me semble intéressante, c'est de se poser l'élément suivant. Comment ma vie, ma carrière, je ne suis pas sûr qu'elle soit forcément professionnelle, comment ma carrière, mon existence d'une manière générale, peut articuler justement à la fois ces passages peut-être d'inspiration intellectuelle que je peux avoir, et puis ces autres dimensions-là. Quand vous avez présenté Nicolas, Nicolas se présentait comme un tiers-lieu effectivement d'industrie, de travail, etc. La question, c'est évidemment la question du tiers-temps que l'on pourrait imaginer. C'est-à-dire que peut-être venir une semaine, c'est peut-être intéressante, mais pourquoi est-ce que, vous avez vu autant que moi, il y a cette idée ou cette mode de dire on peut partir à l'étranger ou on peut avoir un sabbatique pendant 6 mois, 2 mois, 1 an, etc. Et tout de suite, je vais partir au fin fond du monde dans un désert et aider les gens au Sahel. Ce qui est probablement très bien. Ce n'est pas le propos. Le propos, c'est qu'on n'est pas là pour faire du tourisme, on n'est pas là simplement pour se nourrir. La question de comment est-ce que je peux passer peut-être sur 1 an, 3 mois ou 6 mois dans ce tiers-lieu, par exemple, comment le reste du temps je peux être dans l'entreprise, et comprendre que les deux se mêlent. Et Sylvain a dit tout à l'heure de manière tout à fait pertinente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à opposer l'un et l'autre. Si j'aborde ces aspects d'un point de vue un peu plus philosophique ou grec, on disait qu'il y avait toujours 2 éléments fondamentaux qui sont toujours vrais, la théoria et la praxis. Et la théoria, c'est comment j'apprends les discours, les textes, comment je lis, comment je m'imprègne de quelque chose, et d'un autre côté, comment je mets en œuvre, comment je participe concrètement à la vie, ça peut être la vie citoyenne, la vie politique, comme la vie artisanale de la construction en tant que telle. Cette dimension-là, elle n'est pas forcément alliée de 25 à 45, j'essaie de gagner de l'argent, puis après je m'amuse avec du bois, quoi. Si je caricature, c'est pas le propos. Le propos, c'est comment j'intègre ces dimensions manuelles tout au long de ma vie et que je peux aller d'un côté, de l'autre, en permanence, en cherchant un peu de fluidité. Au contraire, je pense qu'on a beaucoup plus intérêt à chercher cette fluidité-là plutôt que d'avoir effectivement des carcans de manière concrète. Encore une fois, la difficulté est
Est-ce que j'ai suffisamment confiance en moi pour partir et pouvoir revenir après dans un endroit? Est-ce que je vais être jugé? Parce que tu vas finir faire ébéniste, mais attends, tu peux avoir une super promotion comme chef de groupe ou je ne sais quoi. Encore une fois, c'est cette même capacité à avoir confiance en soi et vouloir exactement mettre en œuvre ce dont on a envie. Puisque c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, Nicolas Barre, c'est pas comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, comment ça se passe? On part tout de suite sur des formations très longues. Alors nous, on a deux. En fait, nous, on voit il y a deux parcours, on va dire. Il y a ceux qui viennent, qui prennent un abonnement, qui profitent d'un chômage ou d'un plan social pour prendre un abonnement et faire des trucs pour eux. Puis ils découvrent très vite que l'artisanat, c'est une histoire. Il faut maîtriser des savoir-faire. Hein, parce que si on ne les maîtrise pas, on ne peut pas y arriver, ça c'est pas possible. Et que donc du coup derrière, ils essayent donc ils demandent aux collègues d'atelier, on va dire ça comme ça, à nos résidents, de travailler pour eux, pour monter en compétences, et après ils vont passer un CAP en gros. D'où ma question sur les formations longues, parce que quand on part de zéro, c'est vrai qu'on imagine que ça peut durer. Après, il y a deux trucs, c'est que il y a l'histoire du savoir-faire qu'il faut acquérir. Après, il faut le pratiquer parce que un CAP, on sait comment il faut faire, mais derrière, pour le maîtriser, il faut des années. Et après, il y a les histoires d'assurance. C'est-à-dire qu'un menuisier qui veut se lancer, s'il n'a pas un diplôme de menuisier, il ne sera pas assuré. Donc, il y a toutes ces problématiques. Voilà. Mais il y en a beaucoup quand même qui se lancent en n'ayant pas conscience que l'artisanat, c'est un savoir-faire manuel et qu'il faut le maîtriser. Sylvaine Pascual, sur cette question de la formation, voilà, certains se lancent tout de suite dans une formation qui va prendre du temps. Ça peut créer des désillusions. Peut-être qu'il faudrait trouver quelque chose de différent. Alors, trouver quelque chose de différent, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que quand les gens se jettent trop vite dans des formations, en ayant un petit peu une vision partie émergée de l'iceberg de leur futur métier, oui, effectivement, ça peut créer des désillusions. Je me souviens comme ça du témoignage d'un boucher pour qui c'était une reconversion et qui disait « Mais moi, j'aurais aimé qu'on me dise que ce métier n'était pas fait pour moi. » Et à qui, au fond, personne ne l'a dit, ni en formation, ni surtout avant. Et c'est pour ça que je pense aussi qu'il est très important en amont d'explorer le métier qui nous intéresse dans toutes ces dimensions. Alors, ça peut effectivement prendre la forme d'un stage, d'une immersion dans laquelle on va faire une initiation au métier, parce que je pense que le rapport à la matière est essentiel dans ces métiers-là. Je pense aussi, en particulier pour ceux qui ont pour objectif d'entreprendre derrière, que c'est important d'aller passer du temps avec des artisans entrepreneurs, non pas pour mettre les mains dans la matière, mais pour voir ce que ça signifie que d'être un artisan entrepreneur. Et au-delà donc du savoir-faire et du travail de la matière. Qu'est-ce que ça signifie? Les relations fournisseurs, la compta, la gestion, toutes ces choses beaucoup moins fun de l'entrepreneuriat. Ça fait partie du quotidien de l'entrepreneur artisan. C'est important de mesurer tout ça en amont, de façon à voir si effectivement on est fait pour ça ou si on a des chances d'aller droit dans le mur. Xavier Pavie, sur cette question de la réalité, la réalité du métier, le risque, ce serait peut-être de mettre, je ne sais pas si ça arrive à certains, de mettre trop d'espoir dans cette reconversion-là. On imagine quelque chose et puis c'est pas vraiment ça qui se passe, quoi. Oui, mais vous avez le même phénomène avec ceux qui se pensent professeurs des écoles d'une nuit à l'autre, en fait, où on a, tiens, j'en ai marre d'être cadre marketing ou cadre en finance et je vais être professeur des écoles parce que je trouve un sens derrière. C'est à peu près la même chose, sauf que la matière n'est pas forcément une matière première brute, mais ce sont des matières qui sont les enfants, dans ce cas-là. Dans les deux situations, c'est pour ça que je prends ces deux-là en parallèle, il y a effectivement vouloir accomplir quelque chose. Vouloir accomplir quelque chose, vous savez, c'est Hannah Arendt parle d'homo faber et qui va fabriquer quelque chose, je vais fabriquer quelque chose d'humain. Ce qui est très important. Nous sommes tous des animaux et le travail est propre à nous. Et Hannah Arendt dit, la philosophe Hannah Arendt dit, oui, mais nous ne sommes pas que des animaux avec du travail, tous les animaux travaillent. La différence entre le travail, les animaux et l'homme, c'est la question de homo, la question de l'humain. Et la question de l'humain, c'est l'œuvre. Donc nous travaillons non pas simplement pour travailler, parce que sinon on peut dire mais allez à l'usine à la chaîne et vous serez sur du travail manuel. Non, c'est un peu plus que ça. Le travail manuel dont on parle ici, c'est l'homo faber au sens du travail et de l'œuvre.
parce que nous avons besoin effectivement d'accomplir son œuvre. Ça peut être dans une salle de cours, si on a envie de le faire tel quel, parce qu'on n'est pas loin de modeler une certaine matière première, qui est celle des enfants, ou dans la situation qui est décrite ici avec Nicolas, c'est-à-dire l'œuvre que je veux faire. Il nous reste très peu de temps, Nicolas Barre. Au-delà de l'aspect technique du métier, c'est ce qu'on disait. Vous parliez donc de l'entrepreneuriat. Ces reconvertis, est-ce qu'ils étaient bien préparés à la difficulté de devenir entrepreneur? Voilà, on a parlé de l'aspect technique, du savoir-faire, et puis derrière, il y a savoir gérer son entreprise. Globalement, oui. Oui. Globalement, puisqu'ils ont des... évidemment, quand on arrive il y a tout un tas de trucs qu'ils ne connaissent pas. Mais souvent, ils viennent de métiers, en fait. Même s'ils étaient salariés, en fait, ils ont des compétences de managériales ou de compta ou d'audit. C'est là où les compétences acquises sur ces postes-là peuvent servir. On ne peut pas apprendre à être entrepreneur. Hein. On y va, puis on découvre tout, on prend des décisions tous les jours sur des sujets qu'on ne connaît pas. Donc globalement, oui. Puis après nous, dans les tiers-lieux, l'avantage, c'est qu'ils ont 50 autres dans nos tiers-lieux. Nous, il y a 70 résidents dans chacun. Donc ils demandent à côté. Hein. Ils demandent aux autres. Et ça va vite. Sylviane Pasquale, sur cette question, est-ce qu'ils étaient bien préparés à tout ça? Il y a un truc qui est important à savoir, c'est que dans l'artisanat, contrairement à beaucoup d'autres domaines, les reconvertis sont très très bien accompagnés, que ce soit dans des tiers-lieux comme ça, que ce soit par les centres de formation, y compris dans l'entrepreneuriat, ils sont très accompagnés. Comment vous l'expliquez ça, justement, qu'ils soient aussi bien accompagnés? On a anticipé. Je pense que l'artisanat a une structure qui s'y prête. Oui, on a anticipé qu'il y aurait des besoins aussi dans les années à venir. C'est vrai qu'on en a très peu parlé, ça, des opportunités qu'offre le secteur. Aujourd'hui, on parlait de risques plus ou moins calculés tout à l'heure. C'est un secteur qui véritablement offre aujourd'hui des opportunités, ça, que c'est clair. Il y a du travail. Oui, ils ont les nôtres, ils ont entre 3 et 6 mois de commandes d'assurés. Et même, il y a eu la période Covid qui est compliquée, mais ils ont 3 à 6 mois. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises ou d'entrepreneurs qui bénéficient de ça. Xavier Pavie, sur la question des compétences qu'on a acquises dans un travail de manager, de cadre, peu importe, qu'on retranscrit dans ces métiers-là. Ça, oui, c'est intéressant. Vous y croyez à ça, que tout ce qu'on apprend peut nous servir malgré la différence sur le papier de ces deux métiers? Oui, alors, en l'occurrence, dans l'école où je suis, nous avons très facilement et très largement des doubles diplômes avec des CAP pâtisserie, par exemple. Nous avons une possibilité de faire à la fois l'ESSEC et faire un CAP pâtisserie si on a envie de le faire. On met en place les choses qui permettent de le faire de manière concrète. Bien sûr, on a aussi les doubles diplômes classiques d'école d'ingénieur, mais au-delà de l'école à proprement parler où je suis, au-delà de l'ESSEC, nous avons besoin au contraire de continuer à faire en sorte de mêler les deux. À faire des ponts. À faire des ponts, exactement, pour que ces ponts-là puissent être compris à la fois pour le présent, qu'est-ce que je veux faire demain, mais aussi ce que je pourrais faire après-demain, autre chose. Et encore une fois, ce qui est important, c'est de regarder comment est-ce que j'organise ma vie, comment est-ce que j'organise mon existence. Est-ce que mon existence, elle est simplement dans un bureau puis chez moi, ou elle peut être aussi avec des tiers-lieux, avec des tiers-temps, avec justement cette notion importante de je ne dois pas être simplement rangé dans ces cases. Et le rôle des écoles sont là pour ça, bien évidemment. Comme évidemment le point de Nicolas, qui est de venir ici, qui est de venir sur un plateau tel que celui-ci, de venir justement essayer de le dire. Et il y a une responsabilité probablement de communication, de médias, de dire ces importantes relations entre le travail manuel et intellectuel. Nicolas Barre. Le vrai problème par rapport à ces métiers-là, c'est qu'en France, on les place vraiment très très haut. Et on les met dans les métiers d'art. Donc du coup, artisan d'art, maître d'art, faut maîtriser. Donc du coup, quand des enfants veulent se lancer dans ces métiers, les parents se disent oulala, pour réussir, tu as intérêt de maîtriser. Mais c'est comme dans le foot, quand on veut se lancer dans le foot professionnel, avant de devenir Ronaldo, quand il n'y en a pas beaucoup, mais tout le monde n'est pas Ronaldo, quoi. Donc effectivement, il faut maîtriser. Mbappé maintenant. Voilà, Mbappé, c'est vrai que c'est mieux. Mais voilà, donc en fait, on peut réussir dans ces métiers sans forcément être un maître d'art ou sans forcément vouloir le devenir. Ouais. Voilà, donc on peut réaliser des meubles qui se vendent, qui plaisent sans problème et qui se vendent bien avec une bonne marge en maîtrisant des techniques, suffisamment de techniques pour ça, sans vouloir être le meilleur artisan. Le Mbappé mais de la c'est ce qu'on voit en dehors. C'est les 3 problèmes. Hein, c'est ce que vous disiez là. Aujourd'hui, on voit toujours l'artisan dans son atelier au fond tout seul. Deuxième truc, on dit voilà, si tu te lances là-dedans, il va falloir attention, tu as intérêt d'être maîtrisé, autrement tu n'en sortiras pas. Puis souvent, ils sont seuls. Mais en fait, il faut une série Netflix. Hein. C'est pour ça que je parlais de la communication. Ou autre, il faut une série Netflix. Absolument.
Et ben voilà, on va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur notre plateau aujourd'hui, de nous avoir parlé de cette quête du faire. Nicolas Barre, je le rappelle, vous êtes cofondateur de Make Ici. Xavier Pavie, évidemment, philosophe et professeur à l'ESSEC Business School. Sylvaine Pascual, coach et fondatrice d'Itac Coaching. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous voir tout de suite. Et comme chaque jour, on termine cette émission par Fenêtre sur l'emploi.